Bonsoir, merci à tous d'être ici. Nous allons commencer donc notre réunion pour le conseil de quartier Cambronne-Garibaldi. Je vous remercie déjà de tous vous être déplacés ce soir. Et l'ordre du jour va voir exposer d'abord le projet Pong, un projet de réhabilitation du 42 rue Cambronne par Covea. Donc vous allez voir toute l'équipe d'architectes, de paysagistes et de designers. C'est un projet remarquable qui va vraiment changer le visage de notre quartier, un projet résolument contemporain et qui s'inscrit vraiment pour accompagner vraiment notre société en mutation. Vous verrez les exposer tout à l'heure. Ensuite, nous allons parler du budget participatif. Vous savez que c'est vraiment le vôtre, ce budget-là. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez voir réalisé. Ensuite, nous parlerons des réalisations du conseil de quartier. Depuis 2 ans, on y travaille avec l'ensemble de l'équipe des conseillers. Donc, je vais appeler l'équipe qui s'occupe de ce projet. Il y a d'abord Madame Sylvie Turpin, qui est architecte de projet de l'agence d'architecture Calque. Ensuite, pour Covea, nous verrons Monsieur Frédéric Chazali, responsable du pôle maîtrise d'ouvrage et technique. Madame Stéphanie Guignotran, chargée des opérations immobilières. Enfin, pour la société Bond, l'architecte associé à ce projet, nous verrons Madame Stéphanie Moriot. Et pour le paysagiste urbaniste qui va s'occuper de métamorphoser notre quartier, c'est Monsieur Antoine Guy Bourget qui vous exposera le projet. Bonsoir à tous et à toutes. Donc moi, je me prénomme Frédéric Chazali, je travaille chez Covea Immobilier et j'ai en charge l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage sur le patrimoine du groupe Covea. Avant de vous parler plus rapidement, je voulais vous échanger sur Covea. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Covea. Covea, ça ne parle peut-être pas beaucoup aux gens. Ce qui vous parle, c'est que Covea est le propriétaire de 3 marques d'assurance qui sont la GMF, la MAF et MMA. Voilà, donc nous sommes un groupe d'assureurs mutualistes. Et à ce titre, Covea Immobilier travaille et gère des biens immobiliers au service de ces 3 assureurs. Voilà. Donc nous avons remporté un appel à projet pour la vente qu'a fait Adoma sur l'immeuble du 42 Cambronne, que nous avons décidé de rebaptiser Pong. On va vous expliquer après pourquoi. Donc aujourd'hui, vous avez une équipe pluridisciplinaire qui est constituée sur ce projet. Donc la maîtrise d'ouvrage est assurée par Covea Immobilier. Voilà. Ensuite, vous avez Sylvie et Stéphanie qui travaillent chacune dans une agence d'architecture qui s'appelle Bond Society et Calque Architecture. Donc c'est un binôme d'architectes que nous avons choisi pour nous accompagner sur ce projet. Vous avez donc un paysagiste qui est Antoine de l'agence Mugo. Vous avez des bureaux d'études techniques qui sont désignés comme S2T. Vous avez des préventionnistes incendie, un bureau de contrôle, un SPS. Aujourd'hui, l'équipe est constituée depuis quelques mois et nous, architectes et nous-mêmes, nous travaillons sur le dépôt du permis de construire. Voilà, donc nous estimons pouvoir déposer un permis courant janvier 2020 pour un démarrage des travaux, on va dire été 2020. Voilà. Donc je passe la parole à Sylvie. Non, à Stéphanie, qui va vous expliquer un petit peu l'ambition du projet et sa métamorphose. Bonsoir. Alors, en premier lieu, c'est important pour nous de vous présenter un peu l'évolution de ce bâtiment qui est donc juste à la sortie de l'école. À sa livraison, donc la première image que vous voyez sur la gauche au début des années 60, c'est un immeuble qui était bicolore, qui a évolué depuis, donc il y avait une partie supérieure bleue et puis un socle blanc qui abritait donc la Sonacotra. Ensuite, c'était le siège d'Adoma qui a déménagé depuis. Et puis, demain, ce sera le projet Pong qui accueillera plein de nouveaux usages qu'on va vous présenter. Alors, je fais juste un petit aparté sur le nom un petit peu étonnant que nous avons choisi. Le bâtiment a été construit dans les années 70. À l'époque, il y a un jeu d'arcade qui était aussi qui est apparu sur le marché, qui s'appelait Pong. C'est aussi pour faire un clin d'œil au programme que nous proposons dans le projet, dont une partie va être consacrée aux jeux vidéo. Et du coup, c'était amusant de l'appeler Pong. Voilà, donc
Ce projet donc, va accueillir trois programmes différents. Un programme d'habitation en co-living dans la partie supérieure, un programme d'espace de travail, coworking en partie intermédiaire, et puis un programme de e-sport dans la partie inférieure. Donc e-sport, des espaces dédiés en fait aux joueurs de jeux vidéo professionnels. Qui permettra aussi de développer plein d'autres choses. Sur la partie, je veux bien la slide d'après, s'il vous plaît, merci. Sur la partie habitation en co-living, donc c'est toute la partie supérieure finalement du bâtiment, du R+5 au R+12. Il y aura donc 8 duplex qui accueilleront 12 chambres qui seront réunies autour d'un séjour, une cuisine commune, donc des espaces partagés. Sur la partie espace de travail, sur la slide d'après, donc c'est des espaces de travail en coworking qui seront dédiés aux nouvelles technologies. Et puis je vais repasser la parole à ma consoeur pour la partie du dessous. Merci Stéphanie. Donc la partie inférieure, ça va être une partie du rez-de-chaussée et une partie du sous-sol qui seront consacrées donc, au e-sport avec un centre d'entraînement pour 4 équipes et une salle de tournoi de petite taille, puisqu'il y aura environ 80 places, mais qui permettront du coup d'accueillir à la fois les équipes qui s'entraînent sur le site, mais aussi des équipes extérieures. Et au rez-de-chaussée, il y aura une zone plus ouverte d'expérience où les gens pourront venir réserver 1 heure ou 2 et jouer en réseau avec d'autres personnes. Par ailleurs, au rez-de-chaussée, il y a aussi une maison des associations qui sera ouverte, qui est donc un espace d'une 20aine de mètres carrés pour les associations du quartier. Bonsoir à tous. Donc sur la partie paysage, il y a 2 volets. Le volet qui est constitué par les parties publiques, donc devant l'immeuble, et qui aujourd'hui sont du domaine de la ville, et puis la partie qui concernera l'immeuble. Je vais parler ce soir de la partie publique, donc accessible à tout le monde. Donc cette partie, vous la voyez ici représentée avec sa vision actuelle et une petite vision historique. Sur la partie actuelle, ce sont les photos qui sont en haut à gauche. Donc c'est une zone qui a été prise en main en fait par une partie collective, donc sous un format associatif. L'idée de la ville, c'est d'utiliser ces espaces, d'amplifier le travail qui a été accompli pour donner un coup d'accélérateur et l'ouvrir un peu plus sur différents axes, aux usages, à la vue et à la biodiversité. Donc c'est l'objet de la réflexion qu'on a menée. Aujourd'hui, sur la photo du bas, vous voyez le bâtiment et puis les équipements en place. Et donc sur le slide d'après, vous allez voir les évolutions qu'on propose. Donc aujourd'hui, on est à un stade de conception et d'étude. Et l'objectif de la présentation de ce soir, c'est de vous montrer les intentions. Et l'idée serait peut-être de créer un atelier de co-conception avec les volontaires pour poursuivre ces premières idées qui ont été mises sur le papier. Donc là, vous avez sur la partie gauche un premier objectif qui est d'ouvrir les vues. Donc la ville évolue et son paysage aussi, et ce qu'on attend du paysage dans la ville. Donc il y a toujours cette volonté en fait de voir quelque chose de beau, mais le paysage doit quitter ce registre qui est strictement ornemental pour s'ouvrir à d'autres fonctions comme des usages, la possibilité de s'y tenir, la possibilité de s'y rencontrer, d'accueillir le vivant, c'est-à-dire qu'on rende des sols vivants plutôt que de les avoir un peu anesthésiés, voire tués avec beaucoup de produits chimiques. Tout ça est arrêté évidemment dans Paris, je pense que vous le savez. Donc là, le premier axe, c'est vraiment de travailler ces vues pour donner de belles perspectives sur ces avenues avec différents formats de structures arborées, pas uniquement des arbres de haute tige, mais aussi des arbres qui sont des arbres qu'on appelle en CP, des formats plus petits qui peuvent accueillir des petits oiseaux. On dit que les moineaux disparaissent à Paris. S'ils n'avaient que des arbres de haute tige, effectivement, ils sont colonisés par les pigeons ou d'autres prédateurs pour eux, donc il faut leur offrir un gîte plus bas. Donc il est agréable pour l'homme, mais il est aussi utile pour les oiseaux. Alors vous êtes allé trop vite en fait, ou je parlais trop lentement, je ne sais pas. Circuler, s'asseoir, c'est évidemment un paysage qui était jusqu'à présent encore beaucoup trop développé, c'est pelouses interdites. Aujourd'hui, nous on dit il y a un paysage, il y a de la place, donc venez dans le paysage. Donc l'objectif, c'est de créer des volumes ou des espaces dans lesquels les gens vont s'y sentir bien pour s'y tenir, éventuellement discuter, se rencontrer, etc.
Développer la biodiversité, j'en ai un tout petit peu parlé. Les principes de base, c'est de travailler avec des végétaux indigènes. Une partie qui va être un peu nourricière pour toute cette microfaune, donc les oiseaux, les insectes. Donc je ne veux pas non plus que vous ayez trop de moustiques ou d'insectes désagréables dans la ville, mais tous ces insectes sont favorables à d'autres animaux comme les oiseaux qui les mangent. Voilà. Donc on travaille bien cette strate pour que tout ça fonctionne correctement. Et puis le slide d'après, cette fois-ci vous pouvez passer à... Ça sont des images de référence, c'est pas encore tout à fait la réalité sur le site, mais l'idée c'est d'avoir cette densité végétale pour qu'on s'y sente bien, qu'il y fasse frais l'été, c'est que ce soit un couvert pour les animaux, je l'évoquais, et puis bon, vous avez une image un peu au milieu en bas où vous voyez les gens dans un champ, ce sera presque comme ça, voilà. Vous pouvez passer le slide d'après. Donc là, c'est une évocation en fait de différentes choses. La végétation retenue, donc c'est une végétation qui est fortement florifère, mellifère pour toute cette microfaune et pour le bonheur de nos yeux à tous. Vous avez une disparition de cette clôture en fait qui nous met à distance du paysage, donc il protégeait, mais je pense qu'aujourd'hui on est tous responsables, on a tous envie de s'en occuper et de ne pas le dégrader. Donc on va permettre aux gens de le voir sans qu'il y ait des barrières et éventuellement même d'y aller, ce qui serait bien. Donc vous avez aussi des matérialités qui sont représentées. On prévoit dans les espaces des petites terrasses en bois avec des assises pour que les gens, le bois c'est chaleureux. Quand c'est bien traité sans produits chimiques, quand c'est par exemple traité par la chaleur, ça peut durer très longtemps et ça ne se dégrade pas facilement. Voilà, ce sont les intentions premières qu'on a. Je vais m'arrêter parce que je crois que je parle trop. Qui sont proposées en fait et à discussion probablement avec vous après. Je ne sais pas s'il reste un slide encore. Je crois que j'ai fini. Non, voilà. Merci de votre attention. Donc, on va juste parler un petit peu de planning. Donc, aujourd'hui, on est en fin d'année 2019. On a commencé les études déjà depuis un certain temps. Voilà, véritablement. Donc, on a eu un concours auquel on a été retenu. Et puis, on a commencé nos études sommaires, on va dire, en septembre. Les études un peu plus détaillées vont avoir lieu sur le courant de l'année 2020. Et nous commençons donc le chantier en juillet 2020 par la partie des amiantages, curage des amiantages, et les travaux à proprement parler donc d'aménagement du site auront lieu en fait à partir de janvier 2021 pour 2 ans. Pendant les quelques mois qui viennent avant le démarrage du chantier, nous avons imaginé une période intercalaire. Nous avons souhaité rendre le bâtiment utile et l'ouvrir pendant la période intercalaire, donc qui va de la phase d'acquisition, donc là depuis cet été, jusqu'au démarrage du chantier, donc comme l'a dit Sylvie, en juillet 2020. Et nous avons donc proposé l'utilisation du bâtiment à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui viennent depuis le mois d'octobre régulièrement sur site, s'entraîner à des fins de manœuvre. Donc ils font des tests de fumée froide. Enfin, ils viennent régulièrement depuis le mois de septembre voilà, au sein du bâtiment pour des manœuvres d'entraînement. Nous allons aussi vous proposer l'ouverture du site. À partir de février, une exposition va être montée qui retracera l'histoire du bâtiment depuis sa construction, son occupation par Adoma, et qui vous expliquera le programme futur et le programme donc, qui va être proposé au sein de cet immeuble. Voilà, vous pourrez donc librement visiter cette exposition qui sera ouverte au public à partir du mois de février pendant 3 mois. Voilà. Très bien. Donc, merci pour ces exposés qui vont certainement amener beaucoup de questions. Oui, madame le micro. Merci, monsieur. Et bon, tout ça, c'est bien joli. Déjà, j'aimerais savoir qui est propriétaire maintenant de ce bâtiment. D'accord. Et nous sommes propriétaires. Covea est propriétaire. D'accord. Et bon, c'est bien gentil, tout ça, ça paraît très bien. Comment vous allez faire pour... enfin, quel genre de personnes vous allez loger dans ces logements? Est-ce que ça va être ouvert à tout le monde ou pas?
dans la partie immeuble. Et je voudrais m'adresser plutôt au monsieur du paysagiste, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de terrain entre le bâtiment et la rue. Donc, je vois des arbres partout, c'est très bien. Est-ce que vous êtes uniquement employé pour cette partie-là, ou est-ce que derrière, vous allez aménager des forêts, enfin voilà, parce que ça m'inquiète beaucoup, parce qu'actuellement, on est en train de tout murer. Je ne vois pas comment vous allez pouvoir faire. Merci de vos réponses. Bonsoir, je vais répondre à votre première question sur la partie des logements, sur la partie supérieure. C'est des logements en co-living. Donc en fait, c'est un petit peu un nouveau mode de cohabitation finalement. Ça sera ouvert à tous ceux qui chercheront un appartement à la location. Donc c'est de la location. Voilà. Et l'opérateur, c'est Colonise, donc qui est un nouvel opérateur sur le secteur. Colonise, voilà. Oui, c'est une société privée. En fait, c'est une société qui nous loue la partie supérieure. Covea reste propriétaire ad vitam aeternam, on va dire, et on le loue à Colonise sur les étages supérieurs, à une entreprise qui fait du e-sport, qui s'appelle We Are In Sport, sur le rez-de-chaussée et l'inférieur. Et la partie bureau, on est en train d'écrire notre cahier des charges pour faire un appel à des potentiels locataires pour qu'ils puissent louer le coworking. Voilà. Mais Covea reste propriétaire de l'ensemble. Le micro, s'il vous plaît. Exactement, ce sont tout ce qui est bien sûr espace de nuit et salle de bain sont privés. Et par contre, tout ce qui est partie partagée, vous avez la cuisine, des salons, des bureaux, enfin, une salle de sport. Voilà. Donc ça intéresserait plutôt des jeunes ou des étudiants ou non? Alors, ça ne s'adresse pas aux étudiants, ça s'adresse vraiment aux jeunes actifs qui commencent leur vie professionnelle. Ça s'adresse à des professionnels qui travaillent. Voilà. Je réponds à la deuxième question. Oui, allez-y, monsieur. Juste pour prolonger la première, en fait, nous, on vient d'embaucher une jeune paysagiste qui vient de province, qui cherche un logement à Paris et qui serait intéressée potentiellement par ça. Donc, je pense que c'est ce type de profil-là. Pour la question que vous avez posée sur le paysage, nous, on a un périmètre de travail aujourd'hui qui nous a été donné par la ville, sur lequel on travaille. Après, s'il y a d'autres sujets, on sera ravis de les gérer. Mais pour l'instant, dans le périmètre strict qui concerne ce qui était présenté en photo, on fera ce qu'il y a de mieux. Madame, si vous intervenez, est-ce que vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît? Merci. On parle bien de l'aménagement côté-rue. Oui, absolument. Uniquement. D'accord. Oui. Merci. Oui, après, c'est dans le périmètre privé, oui, donc sur le parvis rez-de-chaussée. Oui. Je ne sais pas si c'était votre question, mais... D'accord. Non. C'est pas dans le périmètre privé de Covea. Donc. Sur notre parcelle, derrière, sur notre parcelle. Je me permets de compléter, mais en fait, Mugo, donc les paysagistes, ont aussi toute la mission de réaménager la dalle, donc le pourtour en fait du bâtiment d'Adoma, qui est le rez-de-chaussée qui est un peu surélevé, dans lequel vous avez de l'accès. Évidemment, ils interviennent sur cette zone-là aussi. Bonsoir, merci. J'allais intervenir justement à propos de l'espace qui sera dédié aux arbres, aux fleurs et tout ce que vous voulez. Bon, j'emprunte cette partie de la rue Cambronne 2 à 4 fois par jour. Je vois les agents municipaux en train de planter des arbustes, des arbres, etc. Vous nous avez beaucoup parlé de la façade. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Je voudrais savoir qu'est-ce qui est envisagé pour l'arrière du bâtiment, vu qu'à partir de la dalle, il y a un ensemble HLM qui va jusqu'à la rue Amiral Roussin. Voilà.
Sur tout le pourtour du bâtiment qui fait partie de l'enceinte privée, en fait, on prolongera le geste pour qu'il y ait une unité paysagère qui correspond à ce que j'ai décrit. Pour ce qui est hors périmètre, qui est peut-être la question que vous posiez, et puis la même... là, c'est, je pense, un autre sujet, c'est plutôt du sujet de la ville. Voilà. Oui, une question. Oui, oui, j'ai entendu qu'une salle allait être réservée, ça me semble très intéressant, parce qu'on en manque beaucoup dans le 15e, une salle réservée aux associations. Je voudrais savoir qui va gérer cette salle et comment va se passer la répartition. Dans le cadre du concours, on a rencontré la Maison des associations du 15e qui nous a fait part de ce déficit de locaux justement au sein de votre arrondissement. Du coup, on mettra cette salle à disposition de la Maison des associations et qui, elle, fera son affaire pour l'attribuer et pour la gérer. Voilà. Oui. Bon, moi j'ai deux questions. C'est pas encore... Oui, allez-y. Première question, c'est une question qui concerne certainement plus le gestionnaire des appartements. D'abord, comment se fera la sélection des locataires? Et ensuite, quel est le prix d'une chambre? Parce que j'ai entendu, effectivement, 1400 € pour une chambre, et je ne sais pas si ce chiffre est bon ou pas, mais ça va être très sélectif au niveau des gens qui vont habiter là. Alors écoutez, on ne peut pas vous répondre pour le moment, parce que la personne qui va exploiter et dont c'est le métier n'est pas là. Mais dans un prochain rendez-vous, on pourra le faire venir si vous le souhaitez. Mais je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Aujourd'hui, il faut savoir que ce projet-là va être livré dans à peu près 3 ans. Donc ce qu'a fait Covea, c'est qu'au moment du concours, dans le développement du concours, on s'est associé avec un utilisateur qui s'appelle Colonize. On s'est associé avec eux et c'est eux qui vont exploiter les parties supérieures. Aujourd'hui, dans son détail, dans son business plan, Covea n'est pas rentré et ne rentrera pas, c'est le domaine de son privé. Nous, on sait à peu près avec lui le niveau de loyer attendu entre nous, mais après, le détail de comment il y arrive, le prix par chambre, etc., malheureusement, Covea n'est pas regardant là-dessus, c'est pas à nous donc on pourra le faire venir pour éventuellement. Après, c'est une entreprise qui est connue, ça s'appelle Colonize. C'est pas leur premier centre de co-living qu'ils réalisent à Paris. Ils en ont d'autres. Ils en ont déjà ouvert un ou deux à Paris. Ils sont visibles sur Internet. Il y a eu des reportages sur France 2, sur TF1 dernièrement, qui ont parlé de l'ouvrage Pong, mais qui faisait aussi une association avec ce qu'ils ont déjà réalisé avant, et notamment à Paris. Donc après, je pense que les tarifs sur Internet ou via Colonize, vous les appelez. Enfin, je pense que voilà, il n'y a pas de sujet. Mais par contre, nous, malheureusement, Covea, on ne peut pas vous répondre. Oui, enfin, je suis parfaitement conscient que c'est relativement nouveau le co-living et c'est une approche qui est nouvelle. Bon, les colocations traditionnelles sont pas du tout sur le même niveau. Parce que là, vous avez des appartements de 12 chambres avec une cuisine commune et des parties communes. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc, moi, c'est simplement pour savoir. Voilà. Bon, je pense que la question de Madame était aussi dans ce registre-là, c'est-à-dire en fonction du prix de location, c'est pas du logement social que vous faites, voilà. Et en fonction de ça, ça détermine un petit peu la clientèle qui va être sélectionnée pour ce genre d'habitat. Alors Stéphanie pourra répondre parce qu'elle est quand même spécialiste, elle ne s'est pas présentée, mais Stéphanie est architecte à l'agence Bond, elle est aussi spécialiste du co-living. Elle a rédigé plusieurs enquêtes et un livre sur le sujet, donc on ne peut pas répondre, mais la cible du co-living, en tout cas avec le retour qu'on a en Europe et en France récemment, c'est vraiment des jeunes actifs qui n'arrivent pas à se loger justement. Je vais pas restituer les études qu'on a faites, mais en fait, la question, notamment à Paris, quand on est jeune actif, et notamment parce que parfois on a de plus en plus de statuts qu'on considère comme précaires dans le travail, c'est-à-dire pas forcément en CDI, c'est-à-dire freelance, enfin, toutes ces nouvelles formes en fait de mode de travail sont une vraie barrière en fait à l'accès à la location et aux premières locations, notamment quand on vient d'être diplômé, qu'on arrive dans une nouvelle ville, etc. Et en fait, le co-living est une de ces réponses, répond aussi aux besoins de mobilité des jeunes actifs qui est assez importante et donc permet un accès plus facile en fait au logement dans Paris.
Ça dépend du prix. Ah oui, avec des cautions qui sont réduites, effectivement, merci. Donc voilà, en fait, le sujet, c'est vraiment de faciliter l'accès de ces jeunes actifs à du logement locatif. J'aurais voulu rebondir sur la question du monsieur, là, qui est intéressante. Paris Habitat attend un peu vos décisions d'architecture pour séparer les résidences, là, qui sont derrière, qui n'ont rien à voir physiquement, je dirais, hein, bon, et vous. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour faire la différence entre... pour l'instant, c'est en... Enfin, bon, ça n'existe pas. Parce qu'ils prévoient de fermer pour des tas de raisons de sécurité, enfin, qui seraient trop longues à vous expliquer. Et... donc vous parlez plutôt d'ouverture, mais enfin c'est pas non, sur la rue. Je parle derrière moi, oui, non, mais quand même. Vous avez sûrement quelque chose de prévu. On a déjà rencontré Paris Habitat, ils nous ont fait part de leur projet. Oui. La fermeture dont vous parlez est déjà effective sur le site. Ouais. Elle a déjà été réalisée. Une partie. Une partie, mais ils envisagent. On va continuer d'avoir ce lien sur la dalle le long de la rue Villacroix-Niver. Ce lien va continuer. Ils veulent juste. Ils ont pour projet de végétaliser également un peu plus leur dalle, de le réaménager. Oui. Et ils sont en lien avec Mugo également pour qu'il y ait une cohérence. Voilà. Bah oui. Mais il n'y aura pas de fermeture complète physique entre nos deux parcelles. C'est pas en projet. Ah ça. Oui, donc ça change tout aussi, ça, oui. Parce qu'il y a une clientèle chez nous, enfin, je parle dans le quartier, qui n'a rien à voir avec vos petits logements d'étudiants ou de plus d'étudiants. À 1 400 €, c'est déjà pas mal. Donc c'est pour ça que je me posais la question. Aujourd'hui, ils ont besoin de cet accès. Parce que chez nous, ça vient quand même. Donc ça viendra chez vous, forcément. Si vous ne fermez pas. Non, disons que la liaison le long de la Villa Croix-Niver, le long de la rue, va se poursuivre. Mais nous allons fermer sous le... Oui, ce qui est déjà fermé. Ce qui est déjà fermé, il n'y aura plus de passage sous le porche. Je sais, il y a déjà un côté de fermé, mais il y a un côté qui est ouvert. C'est le passage sous porche. Sous porche, il ne sera pas. Non, celui-là ne va plus exister. Dans la continuité, celui-là il sera fermé. Voilà, exactement. Vous dites que ça sera ouvert. C'est de l'autre côté du bâtiment. Aujourd'hui, on peut passer de part et d'autre du bâtiment. On le contourne. On peut passer rue Cambronne. Je vous parle de la rue Cambronne, moi. Je ne parle pas de Villacroix-Niver. Bah oui, j'ai l'impression que je parle chinois. Non, on a compris. On a compris. Non, c'est pas. C'est ouvert, ça va continuer. Il n'y a pas de fermeture. Je sais pas de la rue Cambronne, je ne parle pas de la Villa Croix-Niver. Ah, le passage sous le porche, là, oui, celui-là va être sécurisé. Enfin, ça, oui. En fait, le passage sous la rue Cambronne, il sera fermé. Celui-là sera fermé. Voilà, exactement. Là où c'est très obscur aujourd'hui, si on y va en sortant à gauche, ça sera fermé. Ça sera fermé. Par contre, la partie de droite qui longe la rue, en fait, l'IGH, il a un parvis qui est périmétrique. Oui. L'accès Cambronne sera fermé. Par contre, l'accès qui est sur le côté, il faut l'imaginer dans le futur, il y aura des vitrines. Il y aura des vitrines, un éclairage et un peu d'espace vert, comme disait Antoine, qui assurera une continuité piétonne sur la dalle qui sera de l'autre côté. Voilà. Mais l'accès côté Cambronne, là où Paris Habitat a fermé, nous, on va aussi fermer sous le porche. C'est juste pour savoir si n'importe qui ne peut pas se promener. Vous voyez ce que je veux dire ? Personne ne pourra se promener dans les accès sous la tour, puisque ce sera les accès du co-living et des bureaux. Ils ne pourront pas y aller, ce sera privé. Oui. Rien n'empêchera les gens de rentrer directement dans la résidence. C'est ça que je pense. Moi. Alors vous avez du contrôle d'accès. Il y aura bien sûr un accueil à l'entrée. Après, il y aura des caméras, il y aura tout un dispositif de vidéosurveillance qui est prévu à cet effet. Ok, merci. Et juste pour rectifier, Covea a dit qu'il ne connaissait pas le prix de la chambre. Madame Fresco. Donc, elle n'est pas de 1 400 € le prix de la chambre. Pour l'instant, on ne connaît pas le prix. Pour l'instant, Covea vient de nous répondre qu'on ne connaissait pas le prix. Voilà, c'était juste pour rectifier. Une autre question ? Allez-y, monsieur. Bonsoir. Vous avez parlé de concours. C'est le concours organisé par Adoma pour décerner la propriété de cette affaire. Exactement. Adoma était propriétaire. On est d'accord. D'accord. Le terre-plein végétal faisait partie du concours ? Le terre-plein qui est à l'écran ? Non. Parce qu'il n'appartient pas à la Caisse des dépôts. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a pris rendez-vous avec la DEV. Alors, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Vous allez m'expliquer. Oui. Il y a moins de 2 ans, M. Dodard, qui est le responsable des jardins de Saint-Lambert, est venu présenter son projet au conseil de quartier Saint-Lambert.
Ils ont tout réaménagé, ils ont restauré complètement les grilles, et moins de 2 ans après, on nous annonce qu'on change tout, qu'on supprime tout, mais j'aimerais comprendre la cohérence dans toute cette affaire, étant donné que c'est un domaine public et que vous n'êtes pas propriétaire de ce domaine public. Je voudrais comprendre l'historique. Comment se fait-il que 2 ans après, un service de la ville de Paris soit ainsi déjugé par quelqu'un, puisqu'il a investi et il a été applaudi, vous pouvez revoir la vidéo de Saint-Lambert, applaudi pour son projet et son travail. Je vous remercie. Alors, on a peut-être été un peu brut dans l'explication, ça reste synthétique, mais effectivement, la partie qui est dessinée là, elle n'appartient pas à Covea. Elle est gérée par la ville. Alors, on est entièrement d'accord, et ça ne faisait pas partie. Après, dans la lisibilité de l'immeuble et de l'ensemble immobilier de la tour, avec l'architecte, il nous a semblé opportun de proposer un peu plus de clarté, de vision sur l'entrée de ce pied de tour, qui pour nous, on le trouve assez caché à aujourd'hui. Voilà. Donc on a pris rendez-vous, on a demandé rendez-vous à la DEV, on n'a pas encore obtenu, Antoine, de retour sur la date du rendez-vous. On est allé à la mairie du 15e, on a rencontré les élus, on leur a expliqué et ils nous ont dit il faut travailler avec la DEV. Why not? Donc on a travaillé avec la DEV, mais l'idée n'est pas de tout détruire. L'idée justement c'est de partir de ce qui existe, les fameuses grilles bleues, ce qui a été fait. On ne considère pas que c'est obsolète, bien au contraire, on veut se servir de ça, mais nous on pense avec notre paysagiste qu'on peut aller plus loin. Voilà, donc c'est pour ça qu'on veut travailler avec la DEV pour voir ce qu'ils en pensent. Après, si la DEV nous ferme la porte et disent ben non, ça sera comme ça, etc., de toute façon, ça sera comme ça, etc. Après, nous, on va travailler sur notre ensemble immobilier. On trouve dommage de rénover et de repenser cette IGH sans aller jusqu'au bout de l'angle de la rue et du pied. Voilà, c'est un avis propre. Et nos architectes nous suivent. Après, on verra avec la DEV s'ils sont aussi visionnaires, aussi intéressés que nous. Après, on verra en fonction d'eux. Mais ça ne peut pas se faire sans leur accord. Ça, je vous rejoins. De votre pas de porte, de la visibilité de votre pas de porte et vous demandez la modification. Non, mais je fais exprès caricatural pour avoir une réponse de votre part. Donc, ce qui est devant vous, ça vous gêne, on voit pas votre boutique, par conséquent, vous dites on transforme l'espace vert. Qui est-ce qui va gérer après cette transformation? Alors, c'est pas des boutiques, c'est... Non, mais je plaisante. Hein, bien sûr, oui. Vous forcez le trait, je reconnais, mais... nous, on pense que c'est une meilleure visibilité pour le pied de tour dans son ensemble, c'est-à-dire tout l'angle de la rue. C'est vrai que c'est un bâtiment qui est à l'entrée de la rue, et on se dit pourquoi aujourd'hui ne pas faire un autre projet pour le rendre plus visible. Qui va entretenir? On ne l'a pas encore vu avec la DEV, mais de toute façon, nous, on fait du paysagiste, et quand on investit cet ensemble-là et quand on rénove cet ensemble-là, on reste propriétaire, on en assure la gestion également. Donc quand on assure la gestion, on assure les contrats de maintenance de l'ensemble du projet. Donc si effectivement c'est nous qui refaisons la dalle devant avec notre idée et que la DEV s'associe, on entretiendra avec Mugo qui fait aussi de l'entretien cet espace-là. Notre but, c'est si on le crée, c'est de le voir prospérer et que ça soit joli et agréable pour tout le monde. Le but, c'est pas de le dire je le plante et on s'en va, on ferme les yeux. Au contraire, on reste là longtemps. Nous, on a une démarche très paternaliste dans nos immeubles et dans nos programmes. On reste propriétaire de nos immeubles environ entre 20 et 25 ans, pour vous dire. Donc on réfléchit d'une manière globale. Et puis je vais juste rajouter une chose, parce que c'est une question effectivement importante, c'est que chez Mugo, on est 200, il y a 170 jardiniers, donc on sait ce que c'est que l'entretien, on sait ce que ça coûte. Et dans la conception de nos paysages, aujourd'hui, on intègre cette dimension qui est que ça doit être un paysage sobre au niveau de son entretien. Donc même si on veut ajouter des fonctions comme celle de la biodiversité, de l'usage, parce qu'on fait quelque chose pour vous, en fait. En fait, on y réfléchit pour vous, parce que pour l'instant, rien n'est fait. Mais on fait aussi attention au coût. Voilà, ce sont des éléments importants. Et puis je parlais de co-conception, c'est pas un projet arrêté, c'est un projet qui va débuter avec un dialogue en fait, s'il se fait. Merci. Si je comprends bien, donc le bureau de paysage Mugo est missionné par Covea. Oui, complètement. Oui. Donc, mais avec une intention d'intervention sur l'espace public de la rue. C'est une proposition. Une proposition. Voilà, pour l'instant, c'est soumis à un accord de la DEV. Voilà, mais cette rue, elle a une cohérence. C'est un linéaire. Et un linéaire qui va même jusqu'à Cambronne, jusqu'à la place Cambronne.
Donc, est-ce que dans vos études, vous étudiez ça sous cette forme-là? Oui, bien sûr, oui. Il y a l'urbanisme, il y a le paysage urbaniste. Donc c'est évident, mais vous avez raison de le souligner. Quand on réfléchit local, le travail du bureau d'études d'Antoine, c'est de raisonner dans sa globalité, pour avoir une cohérence architecturale verte, on va dire. Oui. Et aujourd'hui, en fait... la façon dont est conçu le paysage dans la ville est en train d'évoluer. Je pense que vous le voyez tous en fait à l'échelle de Paris. Et donc on essaye de s'appuyer sur ce patrimoine existant et sur ce qui est de plus en plus attendu par la société civile, donc vous, la réglementation, pour accompagner ça en fait. Donc on intègre ces deux dimensions à l'échelle de la ville. En fait, le maire du 15e parle souvent de créer une trame verte. Donc ce qu'il faut voir aussi, c'est comment ce linéaire-là s'inscrit dans une trame verte. C'est pour ça que je parlais de toutes ces fonctions, en fait. C'est qu'on part d'arbres de haute tige qui avaient une fonction, qui était un couvert végétal, mais qui n'est plus suffisante aujourd'hui. On a aussi travaillé rue Lacordaire, on est déjà présent dans le 15e, on a même un bureau dans le 15e. À Boussicot-Fleurs. Donc, rue Lacordaire, on a fait un jardin associatif sur une emprise des logis Siemp. Donc, on peut petit à petit, on essaye de constituer en fait ces trames avec ce paysage qui est en train d'évoluer dans la ville. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Moi, j'habite devant le 50. Et je trouve que c'était un beau programme, un beau projet, et je vois pas vraiment le résultat. C'est pas très beau. C'est des toutes petites branchettes qui vont pas tenir ou au froid ou au chaud. Et les grands arbres, d'accord, on les a beaucoup élagués, mais en bas, il y a presque rien. Et quand on voit le Philippot, il n'a pas un beau jardin devant lui. Et je pense que ça a coûté une fortune. Ça a pris un temps colossal avec 50 personnes à chaque fois, et ça donne pas un bon résultat. Alors, oui, mais là, ça n'a rien à voir avec le projet Covea. Là, ce sont les jardinières qui ont été replantées. Oui. Bah oui, mais c'est pas terrible, hein, franchement. Oui, mais on est en hiver aussi, donc la végétation est vraiment très différente en hiver. Oui, madame. Oui, bonjour. Moi, j'ai vu dans le journal du 15e, je suis récemment installée dans le 15e et j'habite tout à côté d'ici, rue Miolis. J'ai vu que ce bâtiment-là serait ouvert non-stop, jour et nuit. Et je m'inquiète un peu au niveau du bruit, parce que le bruit, c'est une des nuisances actuelles contre lesquelles on doit lutter, je pense. Alors, au niveau des nuisances sonores, il est évident que de toute façon, l'exploitation du site se conformera à la législation de la ville de Paris. Après, dans le projet architectural de restructuration, toute l'acoustique et les labels acoustiques sont prévus. Après, dans l'exploitation, il sera clairement imposé de façon un respect de la législation et de la réglementation. Donc, de toute façon, pour nous, il est hors de question d'être hors nuisance. Je veux dire, on doit être en conformité et si jamais les futurs exploitants ne respectent pas ça, il y aura bien sûr des mesures coercitives. Mais pour l'instant, à travers les utilisateurs qu'on a ciblés et qu'on a déjà rencontrés, tous veulent respecter la législation acoustique. Donc, de toute façon, il faut vraiment que ce projet s'intègre dans la vie urbaine de ce quartier. Donc, l'idée n'est absolument pas de se faire remarquer et d'avoir quelque chose qui dérange les habitants. C'est pas du tout le but. Je vais juste reposer une question, si vous permettez. On avait entendu dire qu'il était question de faire une cafétéria ou un café ou je sais pas quoi, qui serait ouvert à l'extérieur, pour l'extérieur. Est-ce que c'est une bonne idée, à votre avis? Moi, je vous le confirme, oui. Oui. Vous connaissez bien la population du quartier ou pas? Ça compte, monsieur, excusez-moi. Vous avez raison. Mais oui. Je vois, pourquoi l'ouverture d'un café à rez-de-chaussée ouvert dans la rue serait une mauvaise chose? Parce que ça va... je crois que vous devriez faire une étude de la population alentour, monsieur. Moi, j'y habite. Hein. Ça veut dire que c'est ouvert, alors n'importe qui rentre, sort, etc. Non, il ne faut pas exagérer. Il y a des cafés rue de Cambronne et rue Miolis et ça ne pose pas tant de problèmes que ça.
Non, mais tu n'y habites pas, remarque, Valérie. Non, je pense qu'au Moi, je parle contraire, d'une population que je connais très bien. Oui, mais moi aussi, j'habite le quartier, mais justement, ça va je ne parle pas du métamorphoser. quartier, je parle de cet endroit-là, moi. Oui, je le connais aussi. Ma fille est dans cette école, donc je connais bien le coin. Et ça va, au contraire, métamorphoser le visage de cette rue, de ce micro-quartier. Au contraire, ça va être un nouveau souffle. Moi, je trouve que c'est au contraire extrêmement intéressant. Ah oui, avec des talents d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes, de designers qui réfléchissent à cette question depuis des années. Au contraire, ça va vraiment, je pense, métamorphoser le quartier d'une façon très, très positive. Une autre question ? Bien. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va remercier donc toute l'équipe du projet Pong qu'on attend pour de nouveaux exposés, pour bien nous faire comprendre votre projet. Et on attend vraiment la date de l'exposition en février 2020. Oui, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Il y en avait beaucoup. Donc, on voit que c'est un projet qui interpelle beaucoup. Et maintenant, nous allons passer au budget participatif. Et... Bien. Ouais. On attend le PowerPoint. Mais voilà, ça s'organise. Donc on va vous parler du budget participatif. Comme vous le savez, c'est un budget qui vous est dédié parce que c'est vous qui choisissez les projets, c'est vous qui présentez vos projets. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous appartient. Donc pour le budget participatif 2019... je vais juste refaire un exposé des chiffres. Ça représente 5% du budget d'investissement de la municipalité de Paris sur sa mandature, 6 ans. Et en tout, 426 millions d'euros pour tout Paris. Et pour le 15e, presque 6 millions, puisqu'on en est à 5,9 millions d'euros qui ont été mobilisés pour nos projets. Donc ce sont... essentiellement des projets d'investissement d'intérêt général, évidemment dans le champ de compétences de la ville de Paris. Donc ça veut dire des aménagements urbains qui répondent vraiment à l'attente très pressante et urgente des Parisiens, puisque c'est eux qui les proposent, ces projets-là. Donc le budget participatif se décline en 2 échelles. Le budget participatif pour tout Paris, comme on peut le voir, donc ça s'étend à tous les arrondissements. Et enfin, le budget participatif d'arrondissement, qui bien sûr... propose des idées locales. Alors, le budget participatif, d'année en année, on voit que c'est de plus en plus apprécié. Donc là, il y a eu 2209 projets déposés cette année, dont 505 pour le tout Paris et 189 projets déposés dans le 15e arrondissement, qui fait de notre arrondissement le premier à proposer des projets. Et sur ces 189 projets, 44 ont été soumis au vote en septembre à la commission ad hoc qui a étudié, puis validé, puis porté au vote ces projets. Donc les 10 projets lauréats pour le 15e, je ne vais pas commencer par le premier, en fait, je vais commencer par le 10e, parce que c'est dans notre quartier, le réaménagement des boulevards Garibaldi et Grenelle en promenade, qui évidemment se fait sur plusieurs années. Donc là aussi, ça va vraiment participer du renouveau de notre quartier. Et encore une fois, même dans le prolongement de cette rue Cambronne, on arrive à la place Cambronne qui a été réaménagée, qui est magnifique maintenant. Et après, donc, il y aura la continuité avec le réaménagement des boulevards Garibaldi et Grenelle. Enfin, les 9 autres projets lauréats pour le 15e sont la poursuite du réaménagement du quartier Bargue-Falguer, la poursuite de la coulée verte à Beaugrenelle, évidemment la lutte contre les rats, ça concerne aussi notre quartier, l'agriculture urbaine au service de l'innovation sociale, enfin évidemment de nouvelles maisons de santé, ça c'est très demandé, plus d'équipements dans nos écoles, notamment des équipements très modernes, ce qu'on appelle les îlots oasis dans les cours de récréation, qui apportent beaucoup de fraîcheur aux cours de récréation. Enfin, des laveuses pour les trottoirs du 15e et la végétalisation de l'espace public. Et enfin, la rénovation de l'île aux Cygnes qui est très attendue. Donc,
On va maintenant égrener en fait tous les aménagements qui ont été faits, les projets de notre quartier depuis 2015. Vous verrez que ça participe vraiment, ce que je dis, au renouveau de ce quartier et donc plus généralement du 15e pour le rendre vraiment plus attractif. Dès 2015, l'aménagement de la place Cambronne et de ses abords, dont la fameuse rue Cambronne. Des équipements innovants pour les écoles, je viens de l'évoquer avec les îlots Oasis dans les cours de récréation. En 2016, la végétalisation des boulevards de Vaugirard et Pasteur. Là aussi, la végétalisation apporte beaucoup de fraîcheur l'été. Des jeux et des loisirs dans les parcs et squares, donc des jeux et loisirs pour tous, pas uniquement dédiés aux enfants. Végétaliser les murs et les toits du 15e. On a pu voir que du côté de Beaugrenelle, ça faisait des jardins partagés ou même des ruches pour le miel. Il y a évidemment toujours le réaménagement de la place Cambronne et de ses abords. Enfin, ça a pris pratiquement 3 ans. Dès 2007, le réaménagement des boulevards Garibaldi et Grenelle en promenade plantée. Et ça, c'est jusqu'à 2020. Si ça ne prend pas de retard, en tout cas, 2020. Donc en 2018, on a voulu installer des jeux accessibles à tous, voilà, pour apporter du divertissement pour tous, pas que pour les enfants. Enfin, évidemment, la continuité du réaménagement des boulevards Garibaldi et Grenelle en promenade. Et en dernier point, voilà, il y a un petit focus, une belle photo d'ensemble de l'aménagement de la place Cambronne. Et si vous voulez, nous avons réalisé une marche exploratoire fin mai, donc, dont certains étaient présents. Et il y a eu un compte-rendu de fait. Donc, si vous voulez, c'est à votre disposition. Pour nous joindre, vous avez nos numéros de téléphone, vous avez nos adresses mail et également pour le budget participatif, l'adresse mail particulière bp15e@gmail.com. Voilà, je vous remercie et je rappelle vraiment que ce projet, tous ces projets du budget participatif, ce sont les vôtres, vraiment que les vôtres. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, bien sûr, j'ai entendu. Est-ce qu'on peut faire d'autres projets? Non, oui. Oui, bien sûr. Toute l'année, vous avez un calendrier pour déposer vos projets. En tant que personne ou association, vous pouvez proposer un projet. Et après, il y a vraiment un calendrier avec une date limite de dépôt, mais ça, c'est tout à fait ouvert. Il y aura de nouveau un vote en 2020. Mais je peux en parler maintenant? Non. De ce que je souhaiterais. Oh, c'est un peu prématuré, ah bon, c'est trop tôt. On vous écoute brièvement. Oui, je pensais aux espaces verts. Je pensais à cette rue Le Courbe qui manque vraiment de verdure. Oui, excusez-moi, je vous interromps tout de suite parce que nous avons, dans le cadre de notre budget d'investissement, des bacs à fleurs qui sont vraiment prévus pour toute cette portion de la rue Le Courbe. Ça va se faire. On a été très, très, très retardé par le chantier énorme de la piste cyclable. Mais c'est prévu pour 2020. Ça, c'est acté, validé, payé. Voilà. Je pense aussi à la rue des Volontaires. Il y avait un superbe mur végétalisé qui prenait forme. Or, je pense que le directeur du collège Urdioman n'a pas souhaité le maintenir. Il a été démoli, c'est triste. Oui, est-ce qu'on pourrait envisager de le refaire revivre? Alors non, en fait, parce que ce sont les associations de parents d'élèves qui n'ont pas voulu que ça se fasse, parce que et même des opérateurs du projet, ça a été vraiment avoué, ça a été très mal fait en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait escalader le mur de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur de l'école. Donc c'est pour ça que ça a été interrompu. Et après, au budget participatif de cette année, là, le dernier, ça n'a pas été revalidé par les associations de parents, enfin par les habitants, quoi. Mais on peut tout à fait le reproposer, en l'expliquant peut-être davantage. Dommage, cette rue aussi manque totalement de verdure. Oui, ça, Et elle est très fréquente. On s'en occupe bien, on en reparlera plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame, avec le micro. Oui, bonsoir. J'ai vu dans un des projets qu'il y avait depuis 2017 le réaménagement Grenelle-Garibaldi. Ça a commencé déjà parce que Non, pas encore. On a été retardé. Je vous rappelle aussi qu'au-dessus, il y a toute la réhabilitation de la ligne 6 du métro. Mais c'est tout à fait validé. Ça va se faire à partir de 2020.
D'accord. De toute façon, c'est budgété. D'accord. Et c'est pareil que la coulée verte. Enfin, c'est le même genre de projet. Oui, c'est similaire. Oui, oui. Ouais. Oui. On pourra vous donner le projet à la fin si vous voulez. Est-ce qu'on sait ce qui va se faire justement sous ce métro? Parce que c'est vraiment une coulée verte. Une coulée verte, il y aura des arrosages, il y aura des choses comme ça. Comment est-ce que vous savez, il y aura des bacs, il y aura des arbustes. Ça sera vraiment très plaisant pour faire vraiment un axe de balade. Mais vous inquiétez pas, la DEV s'en occupe aussi et répond à ça. Et voilà, on est très très attentif à ce que ça soit bien entretenu pour que ça que ce soit pas tout de suite quelque chose qui devienne assez moche. Voilà. Sous le métro, il n'y a quand même pas beaucoup d'arrosage. Non, mais ça, c'est la DEV qui va s'en occuper. Hein. Puis de toute façon, c'est budgété déjà, donc voilà, ça va être fait. Bonsoir. Oui. 2 questions. Concernant la place Cambronne, c'est les passages piétons. Je trouve qu'il est très difficile quelquefois, surtout sur la rue, je crois, Croix-d'Hiver. Vous avez les voitures qui s'arrêtent. Et par contre, celles qui arrivent de la place, elles n'ont pas de feu, elles ont simplement un panneau clignotant qui n'est pas très visible, qui fait qu'elles arrivent sur les piétons. Donc je trouve que c'est un tout petit peu dangereux. Oui. Je trouve que c'est pas très. Bon, c'est vrai que c'est pas simple cette place. Oui, mais ça va être de toute façon, il y aura des réajustements qui vont être faits. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a de nombreux réajustements qui vont être faits. Le maire a passé 3 heures avec la voirie la dernière fois sur la place Cambronne justement pour regarder tous ces petits détails, mais je les ai notés et je les ferai parvenir à la voirie, pas de problème. Et la deuxième chose, c'est concernant effectivement cette promenade verte sur le boulevard Grenelle et Garibaldi. Est-ce que dans le projet sera envisagé un petit peu le bruit que va occasionner? Vous savez qu'actuellement, quand les gens passent sous le métro, surtout l'été où les fenêtres sont quand même souvent plus ouvertes, sauf l'été dernier et l'été prochain, parce que je crois que les travaux de la RATP vont être de nouveau effectués l'été prochain. Ouais. Donc ça, je pense qu'il faudra prévenir aussi les gens, parce que l'été dernier, ça a été assez... Oui, on a souvent été en contact difficile sur ce sujet. Voilà. Mais c'est surtout qu'en fin de compte, ça fait un peu une chambre sonore, c'est-à-dire que les gens qui sont sous le métro le soir, il y a un écho terrible, c'est-à-dire que les gens qui sont en bas, quand vous êtes en étage... Ça sera une promenade, hein, ça ne sera pas un lieu... Oui, mais quand les gens se promènent, même actuellement, quand ils se promènent, ils parlent. Et c'est très, très sonore. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens sont dans notre appartement. Donc c'est quelque chose qu'il faut peut-être envisager, c'est de voir un peu comment pourront être vus, justement, cette partie-là. Hein. Parce que rien que les cafés qui sont ou restaurants qui sont là sont très, très sonores. Hein. Oui, ils ne sont pas sous le... ils sont... Oui. Ouais. Très bien, notons. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget participatif? J'avais juste une question. Le marché du boulevard de Grenelle, il va disparaître? Il va être déplacé? Il va être juste déplacé. Où? On ne sait pas encore. D'accord. Non, merci. Mais vous le saurez. Mais il ne va pas être tout de suite exister. Oui. Bonsoir. À propos de ce marché que je trouve un des plus agréables de Paris, il suffit de comparer avec la Convention par exemple, vous envisagez de retirer ce marché qui est à la fois très confortable pas du tout. On a pour les dit commerçants, on n'a jamais dit qu'on retirait le marché. Très agréable pour les commerçants qui sont à l'abri de l'eau, des pluies, et très agréable pour les clients. Vous pensez le mettre ailleurs? Non, pas du tout. C'est le monsieur qui a dit qu'on allait l'enlever, mais pas du tout. Il n'est pas du tout. Vous me rassurez. On s'y rencontre souvent. On se connaît. C'est un endroit absolument. Non, il existe. Il est là. Plaisir. Et on pourra continuer à y aller le dimanche matin. Voilà. Donc il reste. Oui, vous inquiétez pas. Et pour la coulée verte sous le métro, est-ce que vous avez des croquis? Je vous entends plus du tout là. Pour la coulée verte sous le métro, est-ce que vous avez des croquis qui montrent exactement des dessins qui montrent à quoi ça ressemblera ces promenades? Je peux vous envoyer quelques projets, oui, si vous voulez. J'aimerais à ce moment-là, venez me voir à la fin de la réunion. D'accord? Oui, d'accord. Sans problème. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Il est difficile de dire que le budget participatif est un succès d'année en année puisque les règles changent constamment. On est passé de 5 choix à 4 choix et que les lauréats de cette année ont eu moins de voix que l'année dernière. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus prudent dans cette présentation puisqu'on ne peut pas comparer, vous avez peut-être raison, mais scientifiquement il est très difficile de comparer une année sur l'autre puisque les règles changent constamment. Oui.
Bon, très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Oui, toujours sur le budget participatif. En fait, les budgets consacrés à l'aménagement ont été consommés très vite. Et chaque année, on nous répond qu'il n'y a plus de budget pour les projets d'aménagement. Et donc, ça pose quand même une question parce que, donc, par exemple, sur les promenades plantées Cambronne-Garibaldi, Garibaldi et Grenelle, vous disiez qu'ils avaient été déjà votés en 2017. Donc et là, on revient en 2019 en disant c'est un projet, donc il n'y a pas eu de suivi. Et d'autre part, je trouve que ce serait dommage que les projets et croquis ne soient pas présentés en conseil de quartier. Parce que puisque c'est du budget participatif, il faut que les habitants, à défaut d'être associés, ce que j'ai souvent revendiqué en tant qu'association, au moins soient informés. Alors, d'abord, pour réaménager les boulevards Garibaldi et Grenelle, c'est la deuxième phase. Donc, il fait plusieurs phases parce que ce sont des gros budgets. Et la deuxième chose, c'est qu'on présente toujours le budget participatif en réunion publique. Et qu'évidemment, si vous vous rapprochez de nous, on peut très bien en discuter ensemble et voir si vous avez des projets. Et évidemment, à ce moment-là, les proposer en conseil de quartier. Avec joie. Je voulais simplement dire concernant les travaux qui ont été faits rue Lecourbe avec maintenant les bacs à fleurs on n'avait pas pu les mettre comme prévu avec le budget du conseil de quartier. Si on pourrait envisager des sièges ou comme on avait envisagé à un moment. Alors les sièges, c'est un peu compliqué parce que la mairie de Paris a une politique de désencombrement de la voie publique. Donc c'est très compliqué d'avoir des sièges ou des bancs sur la voie publique. Donc il n'y a pas de Sèvres-le-Courbe jusqu'à... Oui, c'est vrai, il n'y en a plus. De Sèvres-le-Courbe, il y a juste un banc. La mairie qui a été vandalisée l'autre jour ou cassée, je ne sais pas. Ouais. Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup de personnes. Derrière chez nous, rue François Bonvin, on a supprimé tous les bancs à cause des nuisances. Oui, alors voilà, c'est ça. Il y a des nuisances, donc on les a enlevées, donc on ne les remet pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions ? En ce qui concerne la coulée verte sous le métro, je voudrais savoir si ça sera uniquement sur le trottoir qui se trouve sous le métro actuellement, et s'il n'est pas envisagé de réduire, il n'y a plus de place de stationnement sur la route, il n'est pas envisagé il n'est pas envisagé d'augmenter la taille du trottoir central, là, qui va être paysager, aux dépens de stationnement de voitures, c'est-à-dire qu'on réduirait la place des... Il y a toujours une voie et il y a des places de stationnement des deux côtés. Alors je voulais savoir ce qu'il en est, s'il n'y a pas en plus quelque chose d'envisagé dans ce sens. Et je dis que le quartier, ce coin-là, est très très sale actuellement. Oui, je garde ma voiture quand je vais au marché, c'est horrible. Le stationnement sous le métro aérien appartient à des concessions et donc je crois, mais je suis sûre qu'on leur a demandé de ne plus stationner là. Allez-y. Alors, sous le métro, il y avait effectivement une concession qui était à la SAMES qui s'est arrêtée effectivement là. Et maintenant, c'est ouvert à un stationnement comme dans la rue. Donc, mais si par la suite, il y a une végétalisation qui va se faire, une coulée verte, il faut quand même laisser un petit peu de place aux voitures, parce que sinon, déjà, ça devient de plus en plus difficile. Même si beaucoup de Parisiens n'ont plus de voiture, puisque maintenant, je crois que 68% des Parisiens n'ont plus de voiture, donc on voit plus de place qu'avant. Enfin, il faut arriver à un moment donné, il faut quand même laisser un tout petit peu de place pour des voitures quand même. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Monsieur Van den Dries.
Je veux juste répondre concernant la végétalisation de la rue Lecourbe, puisque effectivement c'est quelque chose qui a été voté il y a quelques années et les commerçants, l'association des commerçants de la rue Lecourbe va prendre une part assez importante à cette végétalisation, puisque les bacs vont être entretenus par les commerçants. Mais je dois dire que, je suis désolé Marie, je vais vous contredire, mais je vais vous décevoir même. C'est-à-dire que sur les côtés numéro impair, ça va être compliqué parce que le trottoir, la moitié du trottoir et la piste cyclable sont considérés comme voie pompier. Donc ça va être très difficile de mettre des bacs sur une voie pompier. Alors du côté numéro pair, effectivement, on pourra en mettre, mais du côté numéro impair, ça va être très compliqué, tout du moins entre la rue Blomet et la rue Cambronne. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. De la propreté, on en parle maintenant ou plus tard? Non, enfin, non, pas. Oui, je voulais revenir sur la circulation piétonne côté Place Cambronne, après les réaménagements qui ont été faits, sur le problème du passage côté Croix-Nivert vers le métro. J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un problème de voirie. Pour avoir discuté avec des ouvriers qui aménageaient les feux, il s'agit d'Enedis. Alors il serait bon qu'on revoie l'alternance des feux. Les voitures venant de la rue Cambronne vers la place en rouge, ceux d'en face ont le vert, et le feu pour les piétons, c'est-à-dire le petit bonhomme vert, il se met à ce moment-là au vert. Oui. Mais justement, donc les voitures venant de la place, pour certains, ils attendent que les piétons passent, et d'autres, ils passent. Oui, c'est justement avec des témoignages comme le vôtre, des réajustements vont être opérés. La place Cambronne a été inaugurée en mai, et donc là, voilà, on est dans une première phase où comme on dit, on essuie les plâtres. Mais c'est ce genre de témoignages, on va bien le noter, et des réajustements, ça soyez bien assurés qu'ils vont être faits. Parce que, enfin, pour poursuivre, traverser la rue Cambronne, donc jusqu'à hauteur du magasin de fleurs, a toujours été problématique. Je me souviens qu'à une époque, quand il y avait le feu vis-à-vis du café, c'est pas le Royal, c'est l'autre, il y avait toujours un blessé ou un mort. Oui, d'accord, on l'a vraiment noté. D'où mon inquiétude du renouvellement de cette situation, parce que les deux feux ne sont pas synchronisés. D'accord, mais ça va vraiment être bien relayé, bien noté, et soyez-en assurés, des réajustements sont vraiment projetés. Merci bien. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget participatif? Non. Oui, Monsieur Van Dendris. Oui, parce que y a, dans les projets, il y a des balayeuses ou des laveuses de trottoir. Oui, des laveuses. On va les voir quand? J'aimerais bien en voir. Oui, ça a été voté là. Ah oui, non, mais attendez. Mais... Si c'est comme les bacs à fleurs, on va attendre un petit peu, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est pas la même chose, mais je vous donnerai une réponse. Voilà, je voudrais voir s'il y a d'autres questions avant d'aborder les réalisations du conseil de quartier. Non ? D'accord. Donc, on va passer au conseil de quartier Cambronne-Garibaldi et dans ses actions réalisées depuis 2 ans. Donc, d'abord, juste un petit récapitulatif de présentation. Les conseils de quartier sont, en fait, ça a été élu donc le 3 octobre sur tirage au sort. Le collège des élus est proposé par le maire. Le collège des habitants est tiré au sort. Ensuite, le président a été élu. Le collège des associations regroupe 4 associations, pareil par tirage au sort. Et enfin, il y a le collège des personnalités qualifiées
qui sont désignés par le maire pour leur expertise particulière. Donc le conseil de quartier, c'est 40 personnes, dont 24 membres titulaires et 16 suppléants. Et nous nous réunissons en réunion publique 3 fois par an. Donc depuis le début de cette mandature de conseil de quartier, il y en a eu 7. Mais pour cette réunion publique, il y a plus de 20 réunions préparatoires. Et il faut vraiment, vous allez le voir dans les photos et dans la succession de toutes les réalisations qu'on a apportées, vous verrez que ça participe vraiment de la métamorphose de notre quartier Cambronne-Garibaldi. Donc, pour les réunions publiques, on a surtout travaillé la voirie. On a réalisé pas mal de réaménagements total de places, de rues, de boulevards, notamment la place Cambronne, la rue Le Courbe avec cette piste cyclable, le boulevard de Garibaldi avec la rénovation de la ligne numéro 6 du métro. C'est pas fini ? Non, c'est pas fini, c'est en cours. Oui, mais ça, c'est sûr. Hein, ça prend au moins 3 ans hein, pour faire ce sont des gros projets. C'est comme la place Cambronne, hein, ça a mis 3 ans pour se faire. Il y a des aménagements très intéressants qui sont en cours, comme la reconstruction totale de la piscine Blomet, qui a quand même un bassin de 50 mètres. Donc ça aussi, ça va se faire sur 2 ans. Ensuite, la rénovation du siège de l'Agence spatiale européenne. Donc pareil, sur plusieurs années. On a quand même la chance d'avoir pu réaliser et aussi de voter pour des projets qui vont vraiment métamorphoser notre quartier. Et forcément, ça s'étale sur plusieurs années. Mais vous pouvez voir déjà pas mal de réalisations, notamment pour les espaces verts et la végétalisation avec les bacs rue Cambronne. Et toute l'association des jardiniers et des jardins de Breteuil, où nous avons installé une source, une fontaine d'eau non potable pour l'arrosage de sous ces pieds d'arbres qui vous sont dédiés. Hein. C'est vraiment pour les populations. Vous pouvez y aller, avoir un pied d'arbre où vous faites exactement ce que vous voulez. Et nous avons donc installé une fontaine d'eau non potable. Ça fait partie de nos réalisations. On a également mis à l'honneur certaines associations. On ne peut pas le faire pour toutes, mais on a parlé des équipes d'amitié et l'équipe des jardins de Breteuil. Notre quartier fait aussi partie des nouveaux étudiants qui s'installent dans le 15e et qui fait de notre 15e arrondissement un arrondissement étudiant, puisque nous avons vraiment refait tout le site universitaire de Paris 5 et Paris 7. Ça, c'est pareil, ça participe du renouveau de l'arrondissement et particulièrement de notre quartier. Voilà, pour tout ce qui est des réalisations, là vous avez vraiment tout l'exposé de ce qu'on a fait. Maintenant, je vais vous parler des ressources financières du conseil de quartier, qui est de 3 ordres en fait. Il y a le budget d'investissement, le budget de fonctionnement et enfin le budget participatif. Les 2 budgets, investissement et fonctionnement, sont à hauteur de 11 570 €, répartis pour 8 264 € pour le budget d'investissement et de 3 306 € pour le budget de fonctionnement. Je ne sais pas si on le voit bien là. Oui, donc le budget d'investissement, on a voté, alors ça, oui, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, pour la pose de bac à fleurs hein, rue Le Courbe. Ça, c'est réglé, mais ça a été évidemment retardé, repoussé à 2020 à cause des travaux de la piste cyclable. Mais ça va vraiment être fait en 2020, quoi. Pareil pour le baby-foot du square de l'Oiseau Lunaire. L'Oiseau Lunaire est un jardin qui a subi là beaucoup de travaux. Il était vraiment en très mauvais état. Il y avait vraiment des murs qui devenaient extrêmement dangereux et ça a retardé tout son aménagement. Notamment ce baby-foot à hauteur de 3 500 €.
C'est la même chose avec la boîte à lire. C'est pareil. Hein. Tous les travaux du square ont retardé tous les projets d'aménagement. Mais ça, c'est budgété, c'est voté, c'est vraiment prévu pour 2020. Donc là, vous retrouvez en photo la fameuse fontaine, la fontaine d'eau pour les jardins de Breteuil. Donc ça, c'est nous qui l'avons installée, en tout cas réalisée. Ensuite, le budget d'investissement. Donc, le budget d'investissement, ouais, non, mais on y est toujours. Le budget d'investissement, c'est également pour la rue Blomet, la peinture des poteaux, pour que ça soit beaucoup plus visible, et la boîte à lire du square Cambronne-Garibaldi, qui est en attente du retour de la DEV. Voilà, donc là, on passe maintenant au budget de fonctionnement. Le budget alloué est le même pour chaque conseil de quartier, c'est 3 306 €, et nous le répartissons essentiellement dans notre conseil de quartier pour les fêtes. Donc en 2018, on avait fait un apéritif très convivial, un goûter convivial le samedi après-midi. Et enfin, en 2019, on a fait 2 événements. La fête du 21 juin, une fête vraiment dédiée pour les enfants, et avec nombre d'activités, d'ateliers pédagogiques. Et nous avons participé aux 48 heures de l'agriculture urbaine, qui avait lieu en mai. Et là, pareil, nous avons financé un stand de Barbe à Papa qui a eu beaucoup de succès. Donc ça a fait vraiment de cet événement quelque chose de très, très convivial et d'assez réussi. Et là, vous trouvez maintenant donc nos affiches des réalisations des fêtes de quartier. Donc voilà pour notre budget de fonctionnement. Ensuite, le budget de participatif, on vous l'a exposé, mais c'est vraiment essentiellement, vous l'aurez compris, le réaménagement des boulevards Garibaldi-Grenelle en promenade plantée. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions ? En tout cas, pour toute question, vous pouvez nous écrire. Hein, vous avez nos adresses maintenant, nos adresses mail. Oui, madame ? Oui, prenez le micro. Je trouve que vous avez fait un travail remarquable. Ce que je regrette, c'est une assistante peu nombreuse tout de même. Je pense que le conseil de quartier n'est pas assez visible dans notre quartier et qu'il faudrait vraiment réfléchir à ça. Je pensais peut-être à des kiosques mobiles qu'on pourrait installer autour dans ce quartier, qui permettrait de rencontrer des gens, de faire parler de ce conseil de quartier, de ses réalisations, d'écouter s'ils ont des propositions à faire. Ce serait un moyen de communiquer et peut-être d'avoir que ce conseil de quartier, et tout de même, c'est dommage, faire un travail pareil, mais les gens ne le savent pas. Ce n'est pas su. Alors, il faut vraiment réfléchir à comment être visible dans cet arrondissement. Alors c'est un petit peu compliqué de mettre des kiosques, vous avez dit, c'est ça, sur la voie publique ? Il faut des autorisations, c'est très compliqué. La mairie de Paris en met des... Oui, il faut... oui, la mairie de Paris en met certainement, mais il faut des autorisations, c'est très compliqué, vous avez raison. Ah oh, si c'est compliqué, je vous assure, d'avoir une autorisation pour mettre un kiosque sur la voie publique, c'est pas facile. Mais vous avez raison, il y a certainement des choses... Si vous voulez m'adresser la parole, prenez un micro, s'il vous plaît. Mais vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de participants, mais la participation, ça ne se décrète pas. Et il y a peut-être aussi une raison, c'est que souvent les projets ne sont pas suivis des faits. Donc peut-être que si les projets étaient plus suivis des faits, et si on avait arrivé à réaliser bien nos budgets participatifs, nos budgets d'investissement, peut-être que les gens aussi viendraient peut-être plus au conseil de quartier. Mais vous avez raison, on essaye de faire ce qu'on peut, on essaye de mettre des flyers, on essaye de prévenir par les sites de la mairie. Mais c'est vrai qu'il y a moins de personnes qui se déplacent. Je m'excuse, mais je pense qu'il est important d'être présent dans le quartier. Donc c'est vrai. Mais nous sommes présents dans le quartier. C'est vrai que ces kiosques, on doit pouvoir s'installer quelque part. C'est possible, la mairie le fait. Sur la voie publique, c'est très difficile. Mais oui, non, mais c'est peut-être une idée, on peut l'étudier. Je pense que c'est possible et c'est très important de rencontrer. Oui, mais on avait un kiosque habitants. citoyen aussi à Sèvres-le-Courbe. Je ne sais pas si vous y êtes rendu. Ouais, qui était très bien. Il y a des permanences aussi qui tournent et qui sont mobiles, avec un triporteur. Mais on essaye de mettre tous les moyens pour. Mais vous avez raison.
Oui, mais je pense qu'il y a peut-être un problème de communication. Et il y a aussi peut-être au niveau des réalisations... La communication, ça passe par des moyens. Donc, oui, non, mais je suis d'accord. Mais quand il y a une réalisation, on ne sait pas d'où elle vient, si elle tombe du ciel, ou si c'est la mairie de Paris, la mairie du 15e ou le conseil de quartier qui l'a réalisé. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'au niveau de la participation, bon, je vois, on a une trentaine de personnes ici, c'est quand même relativement peu. Mais c'est curieux parce que quand on fait une fête de quartier, là, il y a quelques centaines de personnes parce qu'il y a des choses gratuites à manger et ils viennent vite. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être, je sais pas moi, organisé pour les conseils de quartier un apéritif, un truc comme ça, vous allez avoir des gens qui vont venir. C'est clair. D'ailleurs, nous y sommes tous les deux. Pour vous répondre très clairement sur le budget participatif, il est évident que ça dépend de la mairie de Paris puisque c'est du budget d'investissement de la mairie de Paris. Donc nous avons des projets qui sont votés. Il y en a certains qui ont vu le jour, il y en a d'autres non. Mais effectivement, ça dépend de la mairie de Paris parce que comme ça, au moins, c'est clair. Vous savez de quoi dépend le budget participatif. Une autre question ? Oui, par rapport aux réunions de quartier, il me semble que je n'ai pas vu dans le journal du 15e qui était en mairie ces jours-ci, oui. Il n'y avait pas l'appel aux réunions de quartier, notamment dans celle de ce soir. Si. Ah bon, c'est à quelle page ? Parce que je ne l'ai pas trouvé. La page, là, malheureusement, comment ? C'était celui d'avant, c'était pas celui qui vient de sortir. Et sinon, c'était celui d'avant, la page, j'avoue. Moi, j'ai pris le dernier qui vient de sortir, et de même que je n'ai su que par les petits flyers qui étaient en mairie. Oui. Peut-être, par contre, est-ce que c'est interdit de mettre une petite affichette sur l'école ? Parce qu'il n'y avait pas de... Il y a des panneaux devant les écoles qui sont dédiés au conseil de quartier. Normalement, ils sont mis. Aujourd'hui, je n'ai pas vu dans l'école. Il y a à peu près 10 panneaux, je crois, si je me souviens bien. Peut-être qu'effectivement, moi, je rejoins ce que disait cette dame sur l'information du conseil de quartier. D'accord. Mais madame, en revanche, si vous voulez me donner vos coordonnées, comme ça je pourrais vous tenir informé pour les prochaines. Je vais le faire moi-même. Très bien. Oui, donc moi j'avais signalé l'autre fois pour la fête de la musique, 21 juin, on n'est pas en hiver, il fait nuit à 18h. Il fait nuit à 18h, ça d'accord. 21 juin, il ne fait pas nuit à 18h. Donc le 21 juin, ça fermait à 19h. Résultat, moi je n'ai pas pu venir, quoi. C'est vrai que cette année, on n'a pas eu l'autorisation de fermer plus tard. Oui, attendez, le 21 juin... D'habitude, on a une autorisation jusqu'à 21h30. Cette fois-ci, on est obligé de partir plus tôt. Bon. Par ailleurs, moi, j'ai été conseiller titulaire. Enfin, maintenant, je suis suppléant. Enfin, moi, quand j'étais titulaire, je mettais des petites affiches. Je passais du temps, mais je mettais des petites affiches chez les commerçants. C'est vrai, vous étiez très actif. Et j'étais... aujourd'hui, je n'en vois pas beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, les conseillers de quartier peuvent mettre des petites affiches un peu dans tout le quartier. Donc, voilà. Et c'est vrai que monsieur le faisait extrêmement bien. Voilà, donc, mais j'espère que la prochaine fête de la musique, j'espère que Madame Hidalgo, si elle est réélue, on fait pas de politique ici. Voilà, on fait pas de politique ici. Bref, pour la fête de la musique 2020, j'espère qu'on pourra... Alors, c'était pas la fête de la musique, c'est tombé un 21 juin, mais c'était pas pour la fête de la musique, c'était la fête de quartier, et elle est tombée le 21 juin. Après, on n'a pas eu une autorisation d'ouverture plus tardive, mais d'habitude, on a une autorisation plus tardive. Jusqu'à 21h, bon. Je me rappelle. On verra la prochaine fois. Bon, j'espère. Merci pour votre intervention. Madame ? Oui, je voudrais d'abord compléter la réponse à madame qui a posé la question sur la communication. Moi, en tant que présidente, j'ai vraiment fait une... J'ai envoyé des mails à tous mes contacts du quartier. J'ai fait 2 rappels. Après, je vais à la mairie, je demande des affiches qui sont réalisées par nos secrétaires, des affiches A3, des flyers. J'en donne aux commerçants, enfin pas à tous parce que je peux pas non plus faire toute la rue, ou tout le quartier d'ailleurs. Mais il y a quand même une communication qui est faite. Après, les gens viennent ou viennent pas, mais il y a une communication qui est faite. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faudra l'améliorer. Ouais. Oui. On va prendre une autre question. Oui, en ce qui concerne les conseils de quartier, j'ai vu que les dates étaient indiquées pour les conseils qui ont eu lieu en novembre, mais pas le sujet traité. Or, c'est important quand même parce que
On n'est pas Parce intéressé. qu'à mon avis, peut-être que le magazine est sorti avant et qu'on n'avait pas encore les ordres du jour. Les réunions préparatoires étaient peut-être pas toutes passées. C'est peut-être la raison pour laquelle vous n'avez pas l'ordre du jour. D'accord, oui. J'ai été sur De toute façon, c'était sur le site de la mairie du 15e. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Enfin, disons que c'est plus facile si tout est indiqué. Vous avez tout à fait raison, mais je pense les que gens n'ont pas toujours le temps d'aller sur Internet. Ça Internet. doit être la raison pour laquelle les ordres du jour n'étaient pas indiqués. Oui, en termes de communication, donc il y a eu des très gros progrès au niveau des flyers, puisque les flyers sont téléchargeables sur le site de la mairie pour tous les conseils de quartier du 15e. Par ailleurs, j'ai remarqué, place Cambronne, à l'entrée des passages piétonniers, il y a des plots gris marqués budget participatif. Et je ne sais pas qui les a mis. Mais c'est assez surprenant. D'ailleurs, ils sont proéminents, donc on risque de buter dedans, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, mais oui, c'est une information parce qu'effectivement, ça fait partie des projets qui ont été votés pour le budget. Ils sont installés à l'entrée des Ouais. passages piétonniers Ça, de c'est la bien. place Cambronne. Voilà. D'accord. Et au niveau communication, on se préoccupe du budget participatif du 15e, mais j'aurais bien aimé avoir aussi un retour sur les budgets participatifs au niveau de la ville de Paris concernant le 15e. Parce qu'on constate que les budgets de la ville de Paris sont considérables en termes de montants, sans aucune mesure avec les montants alloués au budget de quartier. Et là, on ne sait absolument pas où ça va. Ah si, pour le budget participatif, on a pratiquement 6 millions. Je parle des budgets participatifs de la ville de Paris. Ah oui. Alors, de la mairie centrale. Si vous voulez savoir, en fait, vous voulez savoir s'ils ont été réalisés ou pas réalisés ou ce qu'il en est. Et surtout ce qui a été réalisé qui concerne le 15e. Qui concerne le 15e. Alors, vous avez un site qui est assez bien fait, qui s'appelle budget participatif paris.fr. Paris, oui. Et là, vous pouvez rentrer, vous pouvez taper 15e ou tout Paris et voir ce qui vous intéresse dans le budget, les projets qui vous intéressent dans le budget. Oui, et là, vous avez s'ils ont été faits, s'ils sont en cours ou s'il y a eu un problème. J'ai pas trouvé ça. Ah, si, les vous avez réalisations. Sur tous les projets, vous avez des notifications. Vous avez le projet qui est défini et vous êtes, je crois que c'est sur le côté droit, et il y a marqué où il en est. D'accord. Sur tous les projets, vous pouvez les trouver sur ce site. Avec aussi ce qui concerne le 15e. Oui, bien sûr. Enfin, il y a des projets tout Paris qui concernent le 15e, donc oui. D'accord. Oui, bien Merci. sûr. Mais si vous avez une question près. particulière, je peux aussi vous aider à le trouver. D'accord. Merci. Bonsoir. Du coup, moi, j'avais juste une question sur la communication. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, en fait, notamment avec Paris Habitat, qui a quand même pas mal d'immeubles dans le 15e, distribuer des flyers pour que les flyers soient affichés dans les halls d'immeubles? Ça pourrait quand même donner une visibilité complémentaire. Et faire ça aussi avec les gardiens d'immeubles, en fait, pour pouvoir, dans tous les immeubles, on peut afficher des informations de la ville de Paris ou des informations propres à la copropriété. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut envisager? Ça, c'était ma première question. Et après, juste pour répondre à monsieur, en fait, la mairie centrale, il me semble, investi dans chaque arrondissement au titre de la mairie centrale, et vous me direz si je me trompe ou pas, mais je crois qu'en plus de temps en temps elle abonde sur des budgets participatifs qui sont locaux dans des zones un peu spécifiques. J'avais entendu parler de ça, je ne sais pas si c'est une réalité ou pas. Voilà. C'est pour une chose spécifique, non? Dans certains quartiers, je crois. Ouais, mais c'est des zones... Quartier politique de la ville, je crois. Voilà, c'est ça. C'est particulier, mais pas sur tous les projets. Vous m'avez demandé... Oui, la première question, c'était est-ce que Paris Habitat peut aider? C'est un conseil de quartier, alors je pense que c'est peut-être pas très possible ce que vous nous proposez. À étudier. Oui, j'ai compris. À étudier. Voir non, mais pas que Paris Habitat, c'était une idée, compris, mais comme vous avez cité Paris Habitat... Mais aussi les... J'ai compris. J'ai compris, je note. Oui, peu importe. Oui, voilà, vous pas avez forcément cité... du social, mais okay. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit très faisable, mais bon, faut se renseigner. C'est une question. Mais c'est une idée. Oui, moi, je voulais juste faire partie de mon expérience. J'ai jamais reçu le journal, j'ai jamais vu le flyer, et je me suis inscrite. Quand j'ai appris ça, je me suis inscrite par internet pour avoir toutes les informations. D'accord. Voilà, mais j'ai jamais eu un journal dans mon immeuble. Très bien, ça peut arriver. Oui, par rapport à la communication, je pense que ce serait... Est-ce que ce serait possible
de mettre dans les boîtes aux lettres, de mettre des flyers. Parce qu'on peut quand même rentrer dans des immeubles, on peut essayer de faire ça pour prévenir les gens qu'il y a un conseil de quartier. Justement, moi j'en mets dans les halls d'immeubles de ma rue, mais après les gens viennent ou viennent pas. On fait des rappels, on re-rappelle, voilà. Et je pense aussi que du fait que ce soit pris en vidéo, c'est-à-dire qu'on peut le regarder à la fois en direct et on peut le revoir après en replay. Je pense que ça incite peut-être certaines personnes à ne pas venir, mais elles le voient après en vidéo sur le site de la mairie. C'est pour ça que si on était présent dans la rue, là on aurait un contact réel avec les habitants et on aurait quelquefois leur projet. Ce serait important d'être dehors. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Surtout, on vous remercie tous d'être venus ce soir. Ah si, il y a madame. Oui. Oui, c'est pour répondre à madame. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de communication, mais moi je m'aperçois que sur les marchés, que ce soit le vendredi, le samedi, le dimanche, on est quand même un certain nombre à distribuer au journal ou autre chose. C'est pas toujours, les gens ne sont pas toujours favorables à la distribution. C'est un peu dommage parce que c'est un endroit où on peut parler, on peut expliquer effectivement qu'il y a des conseils de quartier, qu'il y a plein de choses qui se font à la mairie. Et puis je trouve que si on donnait son adresse mail à la mairie, on serait informé de beaucoup de choses parce que c'est actuellement quand même une solution qui est la plus simple. Oui, mais on peut déjà donner son adresse mail sur le site de la mairie. On peut s'inscrire pour recevoir la lettre d'info. Moi, je suis un peu étonnée qu'on ne puisse pas parler ou donner un rapport sur la propreté dans le 15e. Moi, je suis du côté à côté de la place de Breteuil, donc Garibaldi. C'est de pire en pire. Et personne n'en parle. Alors, est-ce que vous avez dans votre budget, est-ce que vous avez un poste propreté? Parce que pour avoir... excusez-moi, pour avoir une voiture pour nettoyer les trottoirs, il faut appeler la propreté de Paris et ils viennent quand ils peuvent. Ils sont très gentils. Mais je trouve que c'est quand même pas tellement à nous, à chaque fois, de téléphoner toutes les 3 semaines ou toutes les 4 semaines quand on voit ni la queue d'un balai, ni la tête d'un balayeur pour pouvoir avoir un quartier propre. Et avec les feuilles qui sont pas ramassées, la pluie qui est en train de faire des tapis glissants, c'est quand même un problème dans le quartier. Enfin, c'est un peu banal. C'est un problème dans le quartier. Je pense que c'est un problème dans tout Paris, surtout. Alors, pour bien préciser les choses, madame, la propreté dépend de la mairie de Paris. Mais avec joie, je crois que nous nous connaissons. Vous pouvez me donner votre mail. Nous avons un adjoint maire qui s'appelle Jean-Yves Pinet et qui est très efficace. Et quand on lui dit l'adresse précise, la rue, il est en contact, lui, avec les services de la mairie de Paris et il arrive à faire bouger les choses et il arrive à nettoyer votre rue. Mais pour ça, il faut qu'on soit au courant, vous nous interpelliez et à ce moment-là, j'interpelle l'adjoint maire chargé de la propreté, Jean-Yves Pinet, et à ce moment-là, il fait déplacer la mairie de Paris et les agents qui peuvent nettoyer un peu mieux votre rue. Voilà. Il y a dans ma rue aussi. J'allais y aller, mais allez-y. J'allais y aller, mais vous êtes trop forte. Et il y a aussi une application qui s'appelle Dans ma rue, et, qui est très bien faite aussi, et sur laquelle vous pouvez aller et signaler votre rue. D'accord. Voilà, dans ma rue. Parce qu'il y a 2 ans, enfin, il y a longtemps que je ne suis pas venue au conseil de quartier, mais il y a 2 ans, on avait déjà évoqué le problème qui est posé par les étudiants qui sont installés rue Barthélemy. Oui. On avait demandé un bac pour qu'ils puissent mettre leurs cigarettes. Et il n'y a toujours rien passé. Et c'est toujours sale, sans compter le bruit. Et voilà. Je vais le resignaler. Très bien. 2 autres questions? Oui, monsieur? Oui, je voulais revenir sur l'aménagement carrefour, entre la rue du Commerce
pour insonoriser le macadam et, comment il s'appelle cette rue, ça m'échappe. Oui, voilà. Est-ce que vous avez un bilan de satisfaction ou de... Alors, on a déjà proposé en réunion publique la rue Frémicourt avec le macadam sonorisant. On va peut-être pas recommencer ce soir parce que ce serait peut-être un peu long. Mais ce que je vous propose, c'est que vous veniez me voir et à ce moment-là, je pourrais vous envoyer le projet et exactement comment ça fonctionne et avec les résultats. Voilà, c'est une expérimentation. Hein, d'accord. Bon. Voilà, si ça vous dit, parce que c'est un peu long, on va pas tout redétailler. Puis en plus, je suis pas spécialiste. Je croyais que c'était fini. Vous me dites mais c'est fini, elle est faite la rue, le macadam est insonorisé. Et effectivement, ils ont donné des statistiques, des choses comme ça, mais je pourrais vous les fournir. D'accord, merci bien. Je vous en prie. Oui, une dernière question sur les trottoirs. J'ai observé qu'il y a des parties de trottoirs qui se soulevaient et hop, après on avait une sorte de petite falaise et c'est extrêmement dangereux. J'ai observé ça avenue Émile Zola, rue Mademoiselle, en venant chez moi. Et j'ai réussi, je crois, en appelant dans ma rue, à refaire un trottoir devant le 100 Croix-Niver, à côté d'un Carrefour City. C'était absolument dangereux. Le trottoir montait et d'un coup, il y avait un creux. Et la nuit, on ne voyait pas grand-chose. Ou alors, il faut passer son temps à regarder ses pieds quand on marche. Ben pareil, je vais vous faire la même réponse. Soit vous nous le signalez, soit vous le signalez à Dans ma rue. Et à ce moment-là, on peut intervenir auprès aussi, la voirie dépend aussi de la mairie de Paris, auprès des services de la mairie de Paris. Voilà. Et à ce moment-là, ils interviennent. Mais ils sont intervenus une fois. Oui. Je recommencerai. Mais il faut recommencer. Plusieurs fois. Merci beaucoup. Bonsoir. J'aimerais, peut-être pourrez-vous nous aider. J'habite au 50 rue Cambronne et il y a le terrain de sport de la Sablonnière qui, depuis cet été, est ouvert le soir de 18h à 21h30. Et j'aimerais savoir si, pour les étés prochains, cette occupation le soir va perdurer. Et je ne sais pas à qui m'adresser pour avoir plus d'informations. Moi, à la fin de la séance, vous pourrez me donner votre... Ah, j'ai l'adjoint au maire chargé de la jeunesse qui veut bien intervenir. Parce qu'effectivement, le soir, ces enfants jouent au foot, etc. Donc c'est assez bruyant. Oui, bonjour. En fait, c'est une expérimentation qui a été faite et car dans ce quartier, certains riverains se sont plaints de l'attroupement de jeunes qui étaient le soir dans la rue, notamment quand il fait chaud ou quand il fait beau. Évidemment, c'est plutôt l'été que l'hiver. Donc voilà, c'est une expérimentation. On a réussi à obtenir que ce terrain soit ouvert avec des personnes qui encadrent. D'accord. Ouais, effectivement. Prenez le micro pour qu'on puisse entendre vos effectivement. échanges, Donc du coup, d'accord. Donc je peux pas encore vous dire ce qu'il en sera pour l'année prochaine. Maintenant, moi je note qu'effectivement il y a des désagréments, voire plus que des désagréments liés au bruit. Donc si ça doit se reproduire l'année prochaine, à titre personnel, je pense que le fait d'ouvrir le terrain en soi, si on met le bruit de côté, est plutôt une bonne idée. Moi, je préfère que des jeunes fassent du sport plutôt qu'être dans la rue et avec tout ce que ceci peut engendrer. Néanmoins, si l'expérience doit se renouveler l'année prochaine, on verra pour peut-être que le bruit, les ballons ou quoi, enfin, ça soit peut-être du matériel qui fasse moins de bruit. On verra. De toute façon, on n'en est pas encore sur l'année prochaine. Voilà. En tout cas, sur l'été dernier, c'était une expérimentation. Voilà. Il y a forcément, la première fois, il y a forcément des désagréments, des avantages et tout. On ne sait pas encore si ça sera renouvelé et si ça, je l'entends, et si ça doit être renouvelé, du coup on verra de manière à ce qu'il y ait un minimum de désagréments, mais ça répondait à la base à un besoin des riverains qui avaient parfois, même souvent, des attroupements du côté de la rue de l'Amiral Roussin, ce coin-là. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, avec le maire, nous avons reçu des représentants de ces jeunes. C'était une demande. On l'a écouté pour voir si ça faisait une avancée. Et voilà. Donc il y aura. Si c'est renouvelé l'année prochaine, je note et on verra pour que par contre il y ait moins de bruit au niveau moi, du. Moi, lorsque j'ai acheté, je me suis renseignée, j'ai vu un terrain, donc j'ai demandé. On m'a dit que c'était ouvert aux scolaires. Donc c'est vrai que l'été on peut faire en sorte d'accueillir des enfants, mais peut-être essayer de moduler sur les horaires. Après une journée de travail, vous rentrez chez vous. On a acheté de ce côté-là en disant c'est un petit peu calme par rapport à l'occupation qui avait été précisée. Mais
Je l'entends totalement. Alors là, on est moins sur des enfants, on est plutôt sur des adolescents qui ont du 18, 19, 20 ans. Et c'est normal, ils jouent au foot le soir. Oui, et c'était de manière vraiment à éviter qu'ils se regroupent du côté d'Amiral Roussin. On avait eu des remarques de riverains, donc on a essayé de trouver une solution. Maintenant, j'entends. Et si on doit renouveler cette expérience l'année prochaine, peut-être sur des tranches horaires. Peut-être, ou voir si effectivement s'il y a des ballons, si on peut trouver des solutions, même si les jeunes n'aiment pas jouer avec des ballons en mousse. Pour ceux qui jouent au foot, c'est pas du tout pareil, mais on peut envisager, si l'expérience est renouvelée, de voir si on peut avoir du matériel moins bruyant ou essayer de trouver des solutions. Enfin, et dans ce cas-là, l'année prochaine, avant de lancer le dispositif, pourquoi pas organiser une réunion, une concertation avec les riverains. Je pense qu'on peut tous arriver, que ce soit les jeunes, les riverains, on peut tous arriver à vivre ensemble. Oui, ça peut être la course à pied, enfin, ça peut être autre chose. C'est vraiment très très dérangeant. Alors, ils sont encadrés maintenant. Enfin, n'empêche qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres avant 21h30, 22h, parce qu'il y a du bruit et qu'on ne peut rien téléphoner, ni rien faire. Et je suis totalement ouvert l'année prochaine à ce qu'on fasse une réunion de concertation avant. Oui. Merci. Je vous en prie. Très bien. Bien, nous allons maintenant clore cette réunion publique. Merci à tous d'être venus. Nous sommes évidemment tous à votre disposition pour répondre à vos questions, vous donner des informations. N'hésitez pas. Merci encore. À très bientôt.